Le témoin silencieux. Une baignoire en porcelaine importée, D une blancheur clinique, dans une propriété privée aux abords de Buenos Aires. Le 19 novembre 1988, cet objet inanimé devient le dernier confident de la femme la plus riche du monde. Il n'y a pas de sang, seulement elle eau tiède qui s'évapore, et elle odeur entêtante des sels de bain coûteux mêlés à celle, plus acide, de la solitude. Le crochet. La femme qui repose là n'a que 37 ans. Elle possède des îles privées, des flottes de pétroliers, qui sillonnent chaque océan du globe et un nom qui fait trembler les banques centrales. Pourtant, Cristina Onassis est morte dans l'indifférence une fin après-midi argentine. Elle n'était pas seulement une héritière. Elle était le trophée une guerre que son père, Aristote, avait déclarée au monde entier. On dit qu'elle n'a jamais connu une seule minute de paix. Ce que les rapports de police ne disent pas, c'est que son agonie n'a pas commencé dans cette salle de bain. Elle a commencé des décennies plus tôt, sous le soleil écrasant de la Méditerranée, dans le sillage un empire bâti sur les cendres et la trahison. Ce N n'était pas une mort. C était une conclusion logique. La dynastie Onassis N n'était pas une famille. C était une pathologie. Pour comprendre le destin de Cristina, il faut oublier les chiffres et regarder L abîme. L argent, N était qu'un accessoire, un décor de théâtre destiné à masquer une vérité plus brutale. Aristote Socrates Onassis N n'a pas simplement gagné sa fortune, il a arraché au chaos. Fils D, un marchand de Smyrne ayant tout perdu lors des massacres de 1922, il arrive à Buenos Aires avec quelques billets en poche et une rage qui ne éteindra jamais. En 20 ans, il transforme cette rage en une flotte de navires. Il ne négociait pas, il conquérait. Il collectionnait les amis puissants et les ennemis mortels avec la même gourmandise. Son style était un cri de guerre, une extravagance bruyante, presque vulgaire, conçue pour humilier ceux qui étaient nés avec de l'argent mais sans couilles. En 1950, à la naissance de Cristina, Aristote est déjà un dieu vivant du capitalisme sauvage. Il possède Monaco, ou presque. Il règne sur des palaces et commande une armada de tankers sous des pavillons de complaisance. Mais son véritable chef d'œuvre est un yacht, le Christina. Une ancienne frégate militaire canadienne, la HMCS Stormont, rachetée pour une bouchée de pain, $34 000 au prix de la ferraille après la guerre. Il y injecte 4 millions de dollars pour en faire le palais flottant le plus obscène de l'époque. En nommant le navire D après sa fille, Aristote ne faisait pas un geste d'affection. Il procédait à une fusion des actifs. La petite fille et le monstre des aciers étaient désormais interchangeables. Elle était sa propriété, une extension de sa coque, un objet de luxe dont il aimait caresser le nom sur elle étrave, tout en planifiant sa prochaine trahison financière. Avant de découvrir elle horreur qui se cachait derrière ses sourires de façade, et comment ce palais flottant est devenu une cage dorée pour une enfant perdue. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. Du côté maternel, le sang était tout aussi lourd de conséquences. Tina Livanos était la fille de Stavros Livanos, le patriarche de la vieille garde des armateurs grecs. Le mariage entre Aristote et Tina en 1946 n'était pas une romance. C était un pacte de non-agression entre deux empires qui contrôlaient le flux de or noir mondial. Une transaction de chair pour sécuriser des routes maritimes. C'est peut-être pour cela que tout a fini par s'effondrer. Amour ne survit pas dans une salle de conseil d'administration. Et puis, il y avait Ombre, Stavros Niarchos, beau-frère d'Aristote, puis son rival le plus féroce. Ces deux hommes ont passé leur vie à essayer de entretués par comptes bancaires interposés. Ils se détestaient avec une pureté que on ne trouve que chez les membres d'une même famille. Ils étaient liés par le sang, par les sœurs Livanos qu'ils avaient épousées, et par une compétition psychotique qui ne laissait aucune place aux enfants. Cristina a grandi sur ce champ de bataille. Elle était, héritière une dynastie qui était aussi un peloton d'exécution. Entourée d'adultes dont chaque geste, chaque baiser et chaque cadeau était calculé pour blesser autre. Elle était la petite fille d'un empire, la fille d'un autre, et la nièce d'une femme dont la mort prématurée laisserait des questions que le silence de la famille Onassis finirait par étouffer à jamais. Cristina Onassis a poussé son premier cri le 11 décembre 1950 dans une clinique privée de Manhattan. Elle est née dans une richesse si stratosphérique qu'elle en devenait irréelle, presque fictionnelle.
Mais la fiction était un piège. Son père était elle, homme le plus puissant du XXe siècle, un homme capable de plier les gouvernements à sa volonté, mais incapable de regarder sa fille sans y voir un investissement à protéger ou une faiblesse à corriger. Elle est entrée dans ce monde avec une cuillère d'argent dans la bouche, sans savoir que cette cuillère servirait bientôt à creuser sa propre tombe. Aristote Onassis était pas seulement un homme d'affaires, était une force de la nature, un prédateur des mers qui avait bâti son empire sur le néant absolu. À la tête D, une flotte de super-pétroliers qui déplaçait le sang noir de la planète D d'un continent à l'autre, il régnait en maître absolu. Il possédait Scorpios, une île privée dans la mer Ionienne, et ce yacht de 99 mètres, le Christina, qu'il appelait sa petite fille Or. Mais l'or a un prix, et pour Christina, ce prix fut celui de son existence même. Sa mère, Tina Livanos, n'était pas en reste. Issue de la plus prestigieuse dynastie maritime de Grèce, elle était la fille du légendaire Stavros Livanos. Sur le papier, cette famille était invincible, un bloc de granit financier et social. Dans la réalité, Christina a grandi dans le vide sidéral laissé par deux parents absents, trop occupés à entre-déchirer ou à briller sous les projecteurs de la jet-set internationale. Le yacht Christina était son seul ancrage, un palais flottant où le luxe frôlait l'indécence. Ses poupées ne portèrent pas de simples tissus, mais des robes miniatures conçues par Christian Dior. Les poneys sur lesquels elle apprenait l'équitation n'étaient pas des animaux ordinaires, mais des présents royaux offerts par le roi d'Arabie Saoudite en personne. Sa salle de jeu avait été décorée par Ludwig Bemelmans, illustrateur des élites. À Paris, New York ou Antibes, elle disposait de tous les conforts matériels qu'un être humain puisse imaginer. Et pourtant, derrière les dorures, il n'y avait personne. Christina parlait 5 langues, le grec, elle anglais, le français, elle espagnol et elle italien. 5 façons différentes de dire qu'elle appartenait nulle part. 5 idiomes pour exprimer une solitude que personne ne voulait entendre. Elle était enfant invisible au milieu d'un océan de diamants. Il existe un détail atroce qui hante les biographies de ses premières années, une vérité que on ne murmure que dans les alcôves du pouvoir. Christina n'était pas censée exister. Après la naissance de son frère Alexandre, ses parents avaient pris des mesures drastiques pour éviter une autre grossesse. Quand Tina tomba enceinte malgré tout, l'accueil ne fut pas celui d'un foyer aimant, mais celui d'une erreur de calcul. Il fallut persuader Aristote de laisser enfant naître. Plus tard, Tina avouera avec une cruauté glaciale qu'elle peinait à créer un lien avec cette fille qui ressemblait beaucoup trop à son père. Porter le visage d'Aristote était, pour Christina, une condamnation quotidienne. Elle était le miroir vivant d'un homme que sa mère commençait à mépriser. En 1959, alors que Christina n'a que 9 ans, le château de cartes effondre. Le scandale éclate avec la violence d'un naufrage. Son père entretient une liaison publique avec Maria Callas, la plus grande diva du siècle. Le divorce de 1960 n'est pas une simple séparation, c'est une curée médiatique. Christina est assez grande pour comprendre la honte, mais trop petite pour en supporter le poids. Sa mère, dans un élan de revanche sociale, se remarie en 1961 avec Sonny Blandford, le marquis de Blandford, avant de commettre, impensable quelques années plus tard. Elle épouse Stavros Niarchos. Union entre Tina et Niarchos n'était pas un mariage. Était une déclaration de guerre contre Aristote. Niarchos était son ennemi juré. Homme qu'il avait passé des décennies à essayer de couler. Mais l'histoire devient plus sombre encore. Niarchos avait été marié à la propre sœur de Tina, Eugenia Livanos. En 1970, Eugenia est retrouvée morte dans des circonstances qui, ont jamais été élucidées. Autopsie révèle des blessures physiques graves, des marques de violence que le pouvoir et l'argent parviendront à transformer en un mystère classé sans suite. Tina savait tout cela. Elle savait que cet homme était lié à la mort de sa propre sœur. Elle a épousé quand même. Est dans ce nid de vipères, entre meurtre suspecté et haine recuite, que Christina a dû apprendre à survivre. Elle ne le savait pas encore, mais le pire restait à venir. Car le destin ne se contente jamais de blesser les Onassis, il les éradique. En l'espace de seulement 29 mois, le monde de Christina allait s'évaporer totalement.
la laissant seule avec une fortune immense et un cœur en lambeaux. 29 mois qui allèrent transformer elle, héritière d'Éor, en la femme la plus seule de l'histoire de l'humanité. 29 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que le ciel s'abatte sur les épaules d'une seule femme. Entre janvier 1973 et mars 1975, Christina Onassis ne va pas seulement enterrer ses proches, elle va assister à la dissolution méthodique de son propre monde. Tout commence avec Alexandre, son frère, son seul allié, le prince héritier que le patriarche vénérait. À 23 ans, il grimpe dans un avion amphibie sur le tarmac d'Athènes. Une simple démonstration, une routine. Mais le destin n'aime pas la routine des rois. Le métal se froisse, l'appareil s'écrase dans un fracas de verre et de kérosène. Alexandre survit, mais son cerveau est une terre brûlée. Pendant 30 heures, sous les néons blafards d'un hôpital grec, la famille la plus puissante du monde supplie un dieu qui ne répond plus. Le 23 janvier 1973, le silence tombe. Alexandre est mort. Aristote Onassis meurt ce jour-là lui aussi, même si son cœur continue de battre. Ce n'était pas seulement son fils, c'était son œuvre, son immortalité. Le magnat se transforme en une ombre paranoïaque, hantée par l'idée d'un sabotage, d'un complot ourdi dans l'ombre par ses ennemis. Le chagrin distord sa raison. Pour Christina, le choc est sismique. Ils avaient grandi ensemble dans ces écoles de luxe qui ressemblaient à des prisons dorées, sur ce yacht où ils étaient les seuls enfants au milieu d'adultes prédateurs. Il était le seul lien pur, sans agenda, sans rivalité. Son départ laisse un trou noir au centre de sa poitrine. Elle s'installe à New York, tente de se noyer dans le travail dans les bureaux de Manhattan, mais la machine est brisée. Un soir, le vide devient trop lourd. Elle avale une poignée de somnifères, une tentative désespérée de rejoindre son frère. Elle survit, mais l'éclat de ses yeux s'est définitivement éteint. Puis, l'année suivante, c'est au tour de Tina. Sa mère meurt à Paris à 45 ans seulement. Un œdème pulmonaire, dit le rapport. La même mention qui sera griffonnée sur le certificat de décès de Christina 14 ans plus tard. Une coïncidence qui ressemble à une malédiction génétique. Tina s'éteint dans les bras de Niarchos, emmurée dans un mariage malheureux qui n'était qu'une énième transaction financière. Elle laisse à sa fille 77 millions de dollars, une fortune colossale qui ne sert qu'à payer des fleurs pour un nouveau cercueil. En mars 1975, le patriarche rend l'âme à son tour. Aristote est emporté par la myasthénie, une maladie qui dévore les muscles, mais c'est surtout l'absence de volonté qui l'achève. À 69 ans, l'homme qui possédait les mers meurt dans un lit d'hôpital à Paris, incapable de respirer seul. Christina a 24 ans. Elle est seule. Elle est la dernière Onassis. Elle hérite de 55% d'une fortune estimée à 500 millions de dollars, le reste allant à la fondation créée en mémoire d'Alexandre. Mais une ombre plane encore sur cet héritage, Jackie Kennedy. Christina n'a jamais supporté sa belle-mère. Elle l'appelait l'obsession malheureuse de son père. Pour elle, Jackie n'était qu'une croqueuse de diamants en quête d'un nouveau trône après Kaamelott. La guerre juridique est brutale, sans merci. Elle s'achève par un chèque de 26 millions de dollars. Jackie prend l'argent et s'en va. Christina reste seule dans ses bureaux de Monaco, à la tête d'un empire qui ne lui apporte aucune chaleur. Elle possède tout, mais n'a plus personne. C'est à ce moment précis qu'elle entame sa descente aux enfers sentimentales. 4 mariages. 4 tentatives désespérées d'acheter un peu d'amour ou, au moins, un peu de compagnie pour oublier les fantômes qui hantent le yacht Christina. Le schéma était déjà tracé dans le marbre avant même que Christina ne sache signer son nom. Elle a grandi dans une nurserie où elle amour-haine n'était pas un sentiment mais une monnaie d'échange instable. Elle a vu son père elle utilisé comme une arme, sa mère comme un bouclier et son frère comme un fardeau. Pour Christina, elle amour était une entité qui enfuyait sans prévenir, une trahison en attente d'exécution. Sa seule stratégie de survie consistait à se rendre indispensable, à acheter la présence de elle autre par la puissance de son nom ou elle épaisseur de ses comptes. Ce besoin maladif de posséder elle affection, de la sécuriser par des contrats ou des cadeaux obscènes, allait irriguer ces 4 unions comme un poison lent. Le premier acte de cette tragédie matrimoniale appelle Joseph Bolker. En 1971, Christina N. a que 20 ans.
C est une enfant perdue qui cherche un père de substitution dans les bras D, un promoteur immobilier de Los Angeles. Bolker a 27 ans de plus qu'elle, il est divorcé et déjà père de 4 filles. C est un affront direct à Aristote. Pour la première fois, la petite fille d'Éor désobéit. La réaction du patriarche est immédiate, brutale, chirurgicale. Il coupe les vivres. Le trust fund est gelé. Il pense la briser par la famine financière, mais Christina se marie quand même en juillet 1971. Le mariage ne dure que 9 mois. Dans l'intimité de leur villa californienne, Bolker découvre une femme dont la tristesse est un gouffre que personne ne peut combler. Elle est agitée, hantée par des démons que le soleil de la côte ouest ne parvient pas à dissiper. Au début de l'année 1972, le divorce est prononcé. Christina repart, plus seule qu'avant, avec la certitude que même la rébellion a un goût de cendre. Le deuxième mari arrive dans le sillage de la mort. Alexander Andréadis est le choix du fantôme, héritier D. Une grande famille de banquiers et des armateurs grecs, il est, elle, idéal qu'Aristote aurait validé de son vivant. En elle, épousant en 1975, quelques mois seulement après les funérailles de son père, Christina tente de soigner son deuil par une alliance dynastique. C est un mariage de raison qui sombre dans la paranoïa. Chaque baiser est entaché par le doute. Est-elle aimée pour ses yeux ou pour ses tankers? Est-il un mari ou un gestionnaire d'actifs? La suspicion est un acide qui ronge leur intimité. 14 mois plus tard, le contrat est rompu. Christina réalise que même en suivant les règles de son père, elle ne trouve que le vide. C'est alors que survient, épisode le plus surréaliste de sa vie, une parenthèse qui va stupéfier les chancelleries occidentales. En 1976, Christina S. s'envole pour Moscou. Elle n'y va pas pour le plaisir, mais pour négocier un contrat d'affrètement colossal avec la Sovfracht, organisation des États soviétiques. Parmi les fonctionnaires gris du régime communiste, elle remarque un homme, Sergueï Kaoussov. Il est calme, flegmatique, presque spectral. Il parle plusieurs langues, collectionne les cravates et possède un détail qui fascine et horrifie à la fois. Un œil de verre qu'il retire parfois en public, sans le moindre complexe. Il ne rampe pas devant elle. Idia n'est pas éblouie par ses millions. Dans le monde de Christina, absence de convoitise est la forme la plus sophistiquée de la séduction. Idylle moscovite est un choc thermique. Les services de renseignement américains affolent, persuadés que Kaoussov est un agent du KGB chargé de détourner la fortune Onassis vers les coffres de l'URSS. En août 1978, au milieu de la guerre froide, Christina Onassis épouse le camarade Kaoussov dans un palais des mariages de Moscou. Elle, qui possédait des palais à Paris et des îles privées, emménage dans le petit appartement de 2 pièces de sa belle-mère. Le contraste est violent, presque érotique dans son dépouillement. Mais la réalité reprend vite ses droits. 4 jours après les noces, elle fuit vers Scorpios. Le mariage dure 16 mois. Lors du divorce en 1980, elle lui offre un navire en guise de cadeau des adieux. Un pétrolier pour prix de sa liberté. Plus tard, elle dira de lui qu'il fut le meilleur de ses maris, le plus honnête. Le seul qui n'avait pas besoin d'elle pour exister socialement puisqu'il appartenait à un autre monde. Puis vint Thierry Roussel. Et de toutes les épreuves que Christina a traversées, ce 4e mariage sera celui qui achèvera de la briser. Si ses précédentes unions étaient des erreurs ou des expériences, celle-ci portait le poids de son ultime espoir. Roussel est français, il a 31 ans, il est héritier de la fortune pharmaceutique Roussel-Uclaf. Il est blond, athlétique, une beauté insolente et un charme dévastateur. Il appartient à cette aristocratie de l'argent qui ne doute de rien. Avec lui, Christina pense enfin avoir trouvé son égal. Homme qui pourra porter le nom Onassis sans plier sous son poids. Elle ignore encore que sous le vernis de la perfection française se cache une trahison une cruauté si méthodique qu'elle va tarir en elle toute envie de vivre. Ils se connaissaient depuis l'enfance, une de ces fatalités sociales où les lignées s'entremêlent avant même que les cœurs ne sachent combattre. Pour Christina, épouser Thierry Roussel en mars 1984 n'était pas seulement un mariage, c'était une reddition à l'espoir. À 33 ans, elle semblait enfin avoir déposé les armes. Les témoins de l'époque décrivent une femme métamorphosée, loin de la mélancolie hagarde des années moscovites.
En janvier 1985, le miracle prend un nom, Athéna. En nommant sa fille d'après sa propre mère, Christina pensait boucler la boucle du malheur, remplaçant les fantômes du passé par une chair neuve, une alliée absolue qui ne l'abandonnerait jamais. Pour la première fois, elle n'était plus une héritière en transit, elle était une mère. Mais le bonheur, chez les Onassis, est toujours un écran de fumée. Pendant que Christina savourait cette maternité qu'elle croyait salvatrice, Thierry Roussel construisait méthodiquement un autre monde, une vie parallèle dont elle était l'unique exclue. Alors qu'elle portait Athéna, son mari entretenait une liaison passionnée avec un mannequin suédois, Marianne Gaby Landage. La brutalité des faits dépasse n'importe quel scénario de mélodrame. En juillet 1985, 6 mois seulement après la naissance d'Athéna, Gaby met au monde le fils de Roussel, Éric Christopher. 2 femmes enceintes du même homme, au même moment, dans 2 réalités qui allèrent bientôt se percuter de plein fouet. Roussel aura même une seconde fille avec sa maîtresse en 1987. Pour Christina, la découverte de cette trahison ne fut pas une simple blessure, ce fut une démolition contrôlée de son âme. Elle n'avait jamais connu une telle dévastation. La mort de son frère et de ses parents était une tragédie sans coupable, une fatalité du destin. Ici, le bourreau avait un visage, un nom, et il dormait dans son lit. Dans un élan de désespoir qui confine à l'absurde, elle tenta l'impossible pour racheter son mari. Elle essaya de le séduire avec des cadeaux dont le prix aurait pu stabiliser l'économie d'un petit pays, lui promettant des fortunes pour qu'il renonce à sa vie suédoise. Elle achetait son temps, minute par minute, avec une frénésie qui révélait l'étendue de sa ruine intérieure. En 1987, le divorce est finalisé. Christina reste seule avec une Athéna de 3 ans et un vide que tout l'or du monde ne parvenait plus à combler. Avant de découvrir comment cette détresse la poussait vers une dépendance chimique fatale et des dépenses qui défiaient toute logique, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. C'est alors que la légende de la pauvre petite fille riche prend une tournure grotesque et tragique. L'argent n'était plus un luxe, c'était un médicament. On raconte qu'elle affrétait des jets privés pour faire venir du Diet Coke des États-Unis parce que son stock personnel s'épuisait. Elle dépêchait des hélicoptères d'Autriche vers la Suisse pour récupérer une simple cassette audio oubliée. Mais le détail le plus glaçant reste sans doute sa liste de paix amicale. Elle versait jusqu'à 30 000 $ par mois à certains amis pour qu'ils vident leur emploi du temps et acceptent de lui tenir compagnie. Elle achetait littéralement des présences humaines pour ne pas avoir à affronter le silence de ses propres pensées. Sous cette agitation stérile se cachait une dépression clinique profonde, diagnostiquée dès ses 30 ans. Pour tenir, elle s'était transformée en un laboratoire vivant. Un cocktail permanent de barbiturique pour dormir, d'amphétamine pour se lever et de somnifères pour oublier. Déjà hospitalisée pour une overdose, elle continuait pourtant de jongler avec les prescriptions, une funambule sans filet. C'est dans cet état de fragilité extrême qu'elle décide, en novembre 1988, de s'envoler pour l'Argentine. Elle y cherchait peut-être un nouveau départ, loin des trahisons européennes, dans un pays où le nom Onassis résonnait encore avec la puissance de la conquête. Elle parlait couramment espagnol, possédait la nationalité argentine et s'y sentait pour une fois presque chez elle. Elle ne savait pas que Buenos Aires ne serait pas le berceau de sa renaissance, mais le théâtre de son dernier acte. Ce qui s'est réellement passé dans cette luxueuse résidence de Tortuguitas, entre les résultats de toxicologie et les heures manquantes du récit officiel, reste l'un des mystères les plus sombres de la dynastie. L'Argentine ne devait pas être un tombeau, mais un sanctuaire. Selon ses confidents les plus proches, Christina mûrissait un projet radical, s'installer définitivement à Buenos Aires avec la petite Athéna. Elle voulait s'extraire de l'orbite toxique de la presse européenne, fuir le souvenir étouffant des tankers grecs et mettre un océan de distance entre elle et Thierry Roussel, son bourreau sentimental. Elle cherchait un endroit où son nom ne rimerait plus avec tragédie, mais avec renouveau. En novembre 1988, elle s'établit au Tortugas Country Club, une enclave ultra privée au nord de la capitale. Ceux qui l'ont croisée durant ces ultimes journées ne décrivent pas une femme au bord du gouffre, mais une femme épuisée. Une lassitude immense, de celle qui s'installe quand on a porté le poids du monde sur ses épaules pendant trop longtemps. Elle dînait avec ses amis, profitait du grand air, semblait presque sereine.
Le 18 novembre au soir, elle se retire dans sa chambre. Le 19 au matin, sa femme de chambre la découvre dans la baignoire. Le corps est inerte. Le transport en hélicoptère vers la clinique de Olivos n'est qu'une formalité macabre. Christina Onassis est déclarée morte à son arrivée. Elle avait 37 ans. Le diagnostic officiel tombe comme un coup près. Œdème pulmonaire aigu suivi d'un arrêt cardiaque. La symétrie avec le décès de sa mère, 14 ans plus tôt, est effrayante, mais les rapports de toxicologie révèlent une vérité plus trouble. Des quantités massives de barbiturique, notamment de l'optaladon, circulaient dans son sang. Était-ce un geste délibéré, le dernier recours d'une âme brisée, ou simplement la conséquence d'une dépendance chronique sur un cœur déjà affaibli par des régimes drastiques et des années de montagnes russes émotionnelles? La justice n'a trouvé aucune trace d'intervention tierce. Christina Onassis n'a pas été tuée, elle s'est consumée jusqu'à l'extinction. Le 20 novembre 1988, la boucle se referme. Sous le ciel lourd de l'île de Scorpios, lors d'une cérémonie orthodoxe privée, elle est mise en terre aux côtés de son père Aristote et de son frère Alexandre. La famille, dispersée par la mort en 29 mois, est enfin réunie dans le silence du caveau familial. Elle laissait tout à Athéna, 3 ans, un empire de 250 millions de dollars, des flottes de pétroliers et des comptes bancaires aux 4 coins du globe. L'ironie finale de ce destin est que cette fortune immense passait sous la tutelle de l'homme qui avait piétiné le cœur de Christina pour être géré au profit d'une enfant qui allait devenir la nouvelle cible de la malédiction. Pourtant, derrière ce mélodrame de tabloïd, le monde a oublié la femme de fer qu'elle était. On ne parle jamais de la Christina Onassis qui, à 24 ans, a repris un empire maritime en pleine crise pétrolière. Les requins de l'industrie attendaient qu'elle coule. Elle les a domptés. Sans formation commerciale, elle a stabilisé le groupe Onassis, apprenant dans l'ombre de son père comment broyer ses adversaires en salle de conseil. En 1982, elle est devenue la première femme élue au conseil d'administration de l'Union des armateurs grecs. Elle a géré le contentieux avec Jackie Kennedy avec une froideur chirurgicale, protégeant l'essentiel du patrimoine. Elle dirigeait le siège de Monaco avec une discipline que son chaos personnel n'a jamais réussi à entamer. Christina Onassis n'était pas la pauvre petite fille riche que la presse aimait caricaturer. Elle était une bâtisseuse d'empire piégée dans un corps qui ne supportait plus la douleur. Sa compétence professionnelle était le seul domaine où elle ne se sentait pas trahie. Mais à la fin des années 80, le coût de cette double vie, la discipline de fer le jour, les pilules et les larmes la nuit, est devenu insupportable. Le succès dans les affaires n'a jamais pu compenser la faillite de son cœur. Elle est partie comme elle a vécu, entourée de millions, mais désespérément seule dans une eau qui refroidissait. Le témoin silencieux de cette fin, cette baignoire argentine, reste le symbole d'une dynastie qui possédait tout le pétrole du monde, mais n'a jamais trouvé de quoi alimenter sa propre joie. Il existe une cruauté particulière, une sorte de sadisme médiatique, dans la manière dont la santé de Christina Onassis a été jetée en pâture à l'opinion publique. Pour la presse des années 70 et 80, son corps n'était pas celui d'une femme, mais un terrain de jeu pour les paparazzi. On guettait ses prises de poids avec une jubilation féroce, publiant des clichés volés lors de ses périodes les plus sombres, avec un mépris total pour la dignité humaine. Ce que ces gros titres ignoraient, c'est que ces cycles de métamorphose physique étaient que les symptômes d'une pathologie clinique profonde. À 30 ans, Christina a été diagnostiquée souffrant d'une dépression chronique sévère. Les barbituriques, les amphétamines et les somnifères qu'elle consommait n'étaient pas des caprices de jet-setteuse en quête de sensations fortes. C'était un protocole de survie prescrit par des médecins pour une âme qui saignait depuis l'enfance. Chaque perte, chaque deuil, chaque trahison venait s'ajouter à une charge mentale que nul être humain ne devrait porter. Ces régimes drastiques, souvent suivis de regains de poids brutaux, étaient son ultime tentative de reprendre le contrôle sur une vie où tout lui échappait. Elle ne pouvait pas contrôler la mort de son frère, ni l'infidélité de ses maris, ni l'ombre écrasante de son père. Son corps restait le seul territoire où elle pouvait encore dicter sa loi, même si cette loi était celle de l'autodestruction. Le stress cardiaque de ces fluctuations permanentes, l'accumulation chimique des médicaments et l'usure physique d'un chagrin jamais traité ont fini par transformer son organisme en une bombe à retardement. Ses médecins l'avaient prévenu. Ses amis s'inquiétaient ouvertement. Elle-même ne s'en cachait plus.
Après la mort d'Aristote, elle confiait avec une lucidité glaciale qu'elle les avait tous perdus, son père, sa mère, Alexandre. Elle n'énonçait pas cela pour susciter la pitié, mais comme on lit un constat d'inventaire après sinistre. Et pourtant, en 1985, une lueur a jailli dans ce tunnel d'amertume. Une raison de vivre, enfin.